Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, vidéo principalement sur de la price action et principalement sur la corrélation du Bitcoin avec le gold. En tout cas, en ce qui concerne aujourd'hui, c'était assez flagrant et principalement sur la dominance de BTC par rapport aux autres altcoins finalement. Voilà, on va passer en partage d'écran, on commence sur la Bitcoin dominance. Bitcoin dominance, vous le voyez, qui vient jouer avec la borne haute de son range. On est dans un range ici sur la Bitcoin dominance, et ce depuis le 4 mai 2021. Vous voyez qu'on rebondit assez souvent sur les 39% pour finalement venir rejouer avec les 48%. En ce moment, Bitcoin représente 48,7% et on est typiquement vraiment sur la borne haute d'un range qui pourrait éventuellement à ce stade repousser. Donc là pour moi on est vraiment sur des points où il peut être intéressant éventuellement de se placer sur des altcoins puisque Bitcoin surperforme les altcoins. Donc du coup c'est peut-être le moment ici de se dire que potentiellement Bitcoin peut venir corriger et les altcoins peuvent venir surperformer Bitcoin. C'est pas forcément une fin en soi, bien évidemment que si on casse ce niveau qui est à 48,94, vous voyez qu'on est à 48,70 ici, et bien à ce moment-là, on aurait du coup encore plus une Bitcoin season et on viendrait bien entendu, évidemment, éventuellement venir retester ce point-ci qui est éventuellement un creux majeur. Mais à ce stade, on est vraiment pour moi dans un endroit où il est vraiment intéressant de se positionner sur des altcoins, au sens où par le passé, par 3 fois, on a été repoussé par cette borne et on a eu une altcoin season. On va le voir d'ailleurs en allant voir éventuellement l'indice des altcoin season qui nous dit que là on est littéralement à 14. Vous comprenez que c'est un plus bas historique depuis le 12 mai 2022, donc il y a pas loin de 1 an désormais. Et vous comprenez que, encore une fois, quand on regarde cet indicateur, il est possible d'aller plus bas, hein, bien évidemment. Mais en l'occurrence, en ce moment, Bitcoin surperforme une bonne partie des altcoins et principalement, je pense, sur fond de régulation, puisque on sait que Bitcoin, à ce stade, est potentiellement quand même un asset qui va nous permettre d'être classé comme une commodité. Donc on a une explosion de Bitcoin aujourd'hui, et c'est tant mieux, hein, encore une fois, c'est tant mieux pour nos portefeuilles d'investissement, etc. Bitcoin qui finalement suit le mouvement qu'avait fait Ethereum précédemment, donc ça c'est intéressant aussi, c'est-à-dire que on a eu cette cassure du range par le haut. Il vient chercher une target d'un biseau qu'on avait mis en avant il y a de ça un bon petit moment déjà. Pour le moment, pas de retest des 25,2, pas de retest de quoi que ce soit. Vous le voyez, Bitcoin sort de son range à ce stade par le haut. On a une clôture ici et dès qu'on casse tout simplement la résistance des 28 617, eh bien on a cette très jolie bougie haussière par le haut. Donc c'est pas extrêmement souvent qu'on peut l'envoyer, donc là on va se faire plaisir quand même de temps en temps, il faut pouvoir se faire plaisir. On a eu une très belle fusée aujourd'hui. Hier, on a fait une vidéo assez longue, j'ai été très baissier sur mon sentiment, et ça pendant je pense les 2 dernières semaines, tout simplement depuis que on a vraiment ici, eu un phénomène où on avait créé cette espèce de gap. Ici, un fair value gap assez énorme et dans lequel on a accumulé beaucoup de liquidités. Mon avis ne change pas sur le fond, c'est-à-dire que je pense qu'on va devoir, à un moment donné, avoir une correction de tout ce mouvement et que ça va être relativement violent. Néanmoins, hier, je vous ai dit, moi, j'ai toujours été bull sur le CPI de demain. C'est-à-dire, je pense que le CPI de demain va être plutôt bon. Donc, c'est-à-dire que je donne éventuellement le crédit à ce mouvement d'aller potentiellement un petit peu plus haut. Un petit peu plus haut, ça veut dire quoi ? Il y a ici, vous le voyez, une résistance majeure, c'est la bleue qui est là, qui se trouve à 29 200 et qui
théoriquement, devrait nous repousser. Est-ce qu'on est juste en train, là, de faire tout simplement un fake-out pour ensuite réintégrer, ce qui est tout à fait possible, un fake-out pré-CPI, on a assez souvent des pumps pré-CPI, avant tout simplement que les informations du CPI sortent. Il peut arriver quand le marché se sent plutôt pas mal que, tout simplement... on est une jambe haussière, et là actuellement c'est plus ou moins ce qu'il est en train de se passer. Là où c'est relativement propre, c'est d'abord, comme je vous l'ai montré, la résistance sur laquelle on est avec la Bitcoin dominance. Ça voudrait dire qu'on pourrait refaire un range en fait ici à ce stade dans cette zone, que ça ne serait pas nécessairement choquant, et au même titre que finalement parfois je vous dis regardez Ethereum, et peut-être que Ethereum étant plus risqué, vous aurez eu des informations sur ce que Bitcoin pourrait vous donner plus tard. Et là, en l'occurrence, on a vu qu'Ethereum est passé extrêmement risk-on, et là on voit qu'on est typiquement exactement sur la structure que nous avait donné Ethereum, en tout cas la semaine dernière. Donc ça c'est intéressant. La cassure est intéressante aussi, l'accélération après la cassure est intéressante également, et voilà, à ce stade c'est vraiment relativement intéressant qu'on arrive à casser les 29 200. J'aimerais qu'on reste au-dessus, moi, c'est-à-dire éventuellement, même si on vient retester ça, et encore une fois là je parle pour nos portefeuilles d'investissement, eh bien voilà, un retest des 28,6 n'est pas du tout un problème, puisqu'on revient tester, vous comprenez qu'on est sorti d'un range, donc c'est normal de éventuellement revenir tester la borne basse de ce range. Et là où ça devient relativement intéressant, c'est que finalement aujourd'hui on a eu un S&P qui était plutôt à la correction, et on a eu un gold qui était plutôt haussier. Donc ça veut dire que à nouveau, et c'est le cas depuis le 23 mars, on est plutôt en train de se corréler à une narration qui va nous dire que Bitcoin est potentiellement une réserve de valeur, et le 23 mars, globalement, ça correspond quand même pas mal à tout ce qu'on avait eu sur Silicon Valley Bank, etc. Donc, c'est-à-dire la crise bancaire actuelle, Crédit Suisse, en Europe, crise de solvabilité, aux États-Unis, crise de liquidité. Et en l'occurrence, on se rend compte que oui, peut-être que tout cela, et encore une fois, ici, vous comprenez qu'il y a des gens qui ont distribué, et il y en a d'autres qui ont accumulé, mais ce sont les accumulateurs qui ont gagné. Ils étaient plus nombreux que les distributeurs, et visiblement on est en train de sortir de ce range par le haut. Donc super intéressant, période mais juste passionnante vraiment. En ce moment, personnellement, je trouve que c'est du petit lait vraiment à boire, et vous voyez que c'est vraiment ici super boule que de voir une résistance historique majeure entre guillemets, c'est-à-dire les 29,2. Encore une fois, vous voyez ici 29,2, on a rebondi dessus, 29,2, on va dedans, et qu'on est en train d'attaquer finalement le pic précédent, à savoir ce pic-là. Donc moi, personnellement, si j'avais une borne haute à donner à ce mouvement, je donnerais les 32 000 $. C'est-à-dire que, en l'occurrence, vous voyez qu'on a ici commencé ce mouvement de venir attaquer à la fois ici les 31,7 et éventuellement les 32. En général, quand on attaque un pic précédent, eh bien, on peut mettre du temps éventuellement à le passer, mais en l'occurrence, là, pour moi, on est vraiment en train d'attaquer un pic qui est celui-là. On est en train d'attaquer également une zone dans laquelle on a toujours temporisé par le passé, mais on a également une zone sur laquelle, comment vous expliquer ça, sur laquelle il y a beaucoup d'intérêt. Au-dessus des 30 000 $ sur Bitcoin représente un intérêt énorme. Le chiffre rond des 30 000 $ également est plus ou moins quand même un chiffre médiatique, et ça c'est vraiment intéressant à regarder. Donc vraiment, pour moi, cette cassure, elle est franche, elle est vraie, et elle fonctionne. Si demain on a un CPI, demain à 14h30 on aura un CPI, on aura l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, qui va nous dire finalement à quelle sauce on va être mangé pour le prochain FOMC qui aura lieu le 2 mai. Donc nécessairement ici, il faut comprendre que le marché est potentiellement, comme je le fais depuis déjà plusieurs semaines, en train de pricer un bon CPI. On a un pump pré-CPI qui dit que le marché pense que le CPI ne sera pas mauvais.
Donc ça, c'est extrêmement intéressant. La corrélation avec le gold est extrêmement intéressante. Et par ailleurs, la décorrélation d'avec le S&P est extrêmement intéressante aussi. Ce qu'on peut regarder également, on va aller sur des plus petites time frames, mais on terminera, je pense, la vidéo sur vraiment du scalp et vraiment quels sont éventuellement les bons points d'entrée pour essayer de réfléchir à une entrée sur ce niveau-là. Si vous n'êtes pas rentré ici en longue, quel est le bon point d'entrée pour éventuellement en tenter une, et bien comprendre également que voilà, en 4 heures on a, si je vous mets d'ailleurs le Lux Algo Price Action Concept, vous voyez que toutes les structures ici sont dans le vert. On a un changement de caractère sur la 15 minutes, on a 2 break of structure sur la 1 heure, on a un changement de caractère sur la 4 heures et un break of structure sur la daily, puisque la daily, vous le voyez ici, on était bloqué là-dessus. Hier, quand on a fait la vidéo, je vous ai dit, on a une daily, on était en train de contracter. On va essayer d'augmenter ici, on va enlever le Price Action Concept, et voilà. On était en train de contracter entre 2 daily, et vous voyez que désormais, effectivement, on peut dire que celle-ci va potentiellement être perdue. En tout cas, à ce stade, si jamais on a une daily, enfin si jamais on a une clôture entière de cette figure, ce qui est plutôt bien parti pour, puisque là il est 22h24, je fais la vidéo un petit peu tard, mais si jamais on a une clôture au-dessus, cette daily là, elle est perdue, d'accord? Donc, premier objectif, tout simplement, aller commencer à jouer avec les 31,5, potentiellement 31,7, et puis derrière, si le CPI est bon, eh bien, ça peut nous donner beaucoup plus d'upside derrière. On reviendra vraiment sur les plus petits time frames un petit peu plus tard. On va regarder ce qu'a fait Ethereum. Et Ethereum a été beaucoup moins loin que Bitcoin. Il a été beaucoup moins haut. Vous voyez qu'il ne fait pas un nouvel ATH en local, enfin un nouveau plus haut local. Vous voyez que finalement Ethereum est juste à peine venu jouer, venu attaquer le creux qui est celui-ci. Ethereum est en train de se bastonner contre un creux qui est beaucoup plus récent, contrairement à Bitcoin, puisque Ethereum nous avait fait une très belle poussée jusqu'aux $2000, et ce en août. En août, Ethereum était passé de 1000 à $2000, et donc du coup, vous le voyez ici sur la price action, on est en train de travailler tout simplement le creux qui est celui-ci. Donc en l'occurrence, le niveau des $2000 devrait être retesté à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est extrêmement intéressant à regarder également. Pour le moment, c'est le niveau des 1943 qui résiste, le niveau d'il y a une petite semaine, et vous voyez que sur des plus petites time frames, en fait, Ethereum avait déjà cassé son range finalement autour du 4 avril, donc une semaine avant Bitcoin, il l'a déjà retesté. Donc ce qu'on peut penser éventuellement, c'est que Bitcoin va revenir tester le haut de son range, mais ça, on y viendra peut-être un petit peu plus tard. On va désormais attaquer les news. Alors sincèrement, il n'y a pas énormément de choses aujourd'hui qui peuvent éventuellement eh bien nous dire que ça doit aller dans un sens ou dans l'autre, si ce n'est le fait que Bitcoin a passé tout simplement $30 000. Et d'un autre côté, donc là vous voyez XRP to the moon, tout le monde est to the moon, etc. Donc il faut bien entendu ici mettre ça avec des guillemets et des pincettes. Il faut bien sûr prendre un petit peu le temps de faire l'analyse qui se doit. Ici également un article sur le Shanghai Upgrade qui va avoir lieu demain. Demain, vous aurez la possibilité pour ceux qui ont stacké leur argent sur Ethereum de le déstacker. Là où, on va dire, ça a été relativement intelligent de la part des développeurs, ou en tout cas on va dire le marketing financier au niveau d'Ethereum, c'est qu'ils ont fusionné deux mises à jour en fait, et que ces deux mises à jour là, finalement la Shanghai et la Capella ont été faites ensemble. Donc on a à la fois une bonne news qui va être entre guillemets l'arrivée du sharding sur Ethereum, plus ou moins, en tout cas on est au début de ces choses là, et en même temps eh bien la possibilité de déstacker vos Ethers pour éventuellement les vendre si vous êtes en profit. J'ai fait pas mal de vidéos sur le stacking Ethereum et sur toutes ces choses là, donc du coup n'hésitez pas éventuellement
éventuellement aller les voir. On a analysé ici quand est-ce que les gens étaient rentrés en stacking, etc. Combien de stackers étaient potentiellement en profit à ce stade, donc en profit sur leurs achats d'Ethereum. On était arrivé globalement à la conclusion que à peu près 32% des stackers étaient effectivement en profit. On était arrivé à la conclusion également qu'il y avait trop de stackers, c'est-à-dire que le système de stacking d'Ethereum est fait de manière à ce que, à un moment donné, les récompenses diminuent en fonction du nombre d'Ethereum stackés, et on est déjà, entre guillemets, au moment où ça diminue. Donc, d'un côté, il est possible que tout ça organise une force vendeuse sur Ethereum, et d'un autre côté, très bien joué de la part, encore une fois, du marketing stratégique de la part d'Ethereum, de dire, en fait, on va faire 2 mises à jour en même temps. On va pas faire que Shanghai, on va faire en même temps Capella, qui est on va dire un plus. Ici, pareil, du côté de JP Morgan, etc., qui ont plus ou moins leur avis sur, et Fidelity, sur ce que pourrait donner tout simplement la mise à jour sur Ethereum. Je vous invite à aller voir cet article si vous ne l'avez pas lu sur The Block. Ici, les Zero Knowledge Rollup, qui serait tout simplement la fin du game, c'est-à-dire que ici on pourrait imaginer que effectivement la mise à jour majeure sur Polygon et tout ce qui est ZKEVM pourrait éventuellement donner un énorme avantage concurrentiel aux assets qui l'ont pour pouvoir faire des transactions plus rapides, mais également faire des transactions moins onéreuses. Ici le S&P qui clôture avec très peu de changements, alors que tout le monde attend le rapport d'inflation tout simplement du CPI de demain. Demain, ça sera à 14h30 qu'il faudra vraiment suivre la news, et à mon avis, beaucoup dans l'heure qui précède et dans l'heure qui suit, énormément de volatilité, peut-être des chances ici de soit prendre un très beau long pré-CPI, soit éventuellement, et encore une fois on parle de scalping ici, donc on parle d'investissement à très court terme, de trading à très court terme, de trading à haute fréquence, on ne parle pas d'investissement. À ce stade, théoriquement, votre portefeuille devrait globalement être quand même plus ou moins prêt à affronter ce type d'informations, puisqu'on est dans la bonne narration, on est sur le bon moment, et les minutes de la Fed qui sortiront à 14h, donc 20h chez nous. Donc on pourrait vraiment ici demain avoir une journée de volatilité extrême, au sens où on a la mise à jour Shanghai, on a en même temps le CPI, donc le Consumer Price Index, et on a en même temps les minutes de la Fed. Donc on a énormément d'informations qui vont tomber demain et qui pourraient éventuellement donner un petit roller coaster, un petit grand 8 sur les marchés actions et Bitcoin. Voilà pour l'analyse des news. Sincèrement, il y a bien d'autres choses, mais ici je vais devoir passer pour avancer un petit peu. On va à ce stade envoyer la page de pub, et ensuite on ira voir éventuellement tout ce qui se passe au niveau de la liquidité, pour finir sur le scalping et les toutes petites time frames. Qu'est-ce qu'il peut être intéressant de faire à ce stade pour éventuellement soit trouver une entrée en longue, soit trouver éventuellement des points de short intéressants. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens, et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo, et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça, et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading, quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement
simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces deux exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, hein, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Voilà, qu'est-ce qu'on a liquidé hier? 156 millions, donc une journée plutôt forte, et vous voyez que la majeure partie de ces liquidations se sont passées sur Bitcoin, puisque c'est lui qui a poussé. On a également Solana qui a poussé très fort aujourd'hui, et moi j'ai remarqué dans mon portefeuille que on avait également le Yearn Finance qui avait poussé assez fort. On a liquidé principalement du short, ça c'est dû à la price action bien évidemment, et sur Bybit vous le voyez quand même 52% de long, et Deribit 65% de long, mais principalement quand même du short, c'est dû à la price action qui a été quand même relativement haussière. Sur le carnet d'ordre, là où c'est intéressant, c'est qu'on a touché quelques ordres de vente. Ici, vous le voyez, une centaine de bitcoins autour des 30 500 $. Et finalement, vous le voyez sur la poussée ici, on a eu besoin d'un sacré paquet de momentum pour venir chercher finalement ces ordres de vente qui étaient placés en haut. Donc, ça, c'est intéressant, et en fait, ça s'est fait également par un short squeeze, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de monde garé au-dessus de ce range, qui était avec leur stop en short, éventuellement en train d'essayer de shorter ce mouvement, et vous le voyez ici, on a eu une sacrée poussée. Personnellement, j'ai pas pris position aujourd'hui, ni dans un sens ni dans l'autre, donc bon, voilà, personnellement, j'étais plutôt baissier sur les dernières semaines. Vous comprenez que sur la vidéo d'hier, j'ai principalement dit on est à 2 jours d'un CPI qui risque d'être extrêmement bull, parce que ça a toujours été ma lecture du CPI du mois de mars était plutôt bonne, apparemment là on a pris position plutôt vers le haut, mais ça c'est intéressant, et ce qui va m'intéresser énormément aujourd'hui c'est de regarder les spreads, mais en tout cas vous comprenez que pour pouvoir faire ce mouvement, on a quand même bouffé ici 495 bitcoins, vous le voyez, 207 bitcoins, il y a quand même eu une poussée qui s'est faite et qui n'est pas anodine. On n'avait pas un carnet d'ordre totalement vide, il n'était pas non plus extrêmement rempli, mais il n'était pas totalement vide au moment où on a fait tout simplement ce mouvement. Sur les marchés en levier, excusez-moi, je repasse en cam une petite seconde, je me log. Hop. Donc sur les marchés en levier, on va essayer de se le reloguer à nouveau, autant pour moi, ça ne fonctionne pas. Voilà, sur les marchés en levier, qu'est-ce qui s'est passé? On avait une borne haute, effectivement, à prendre ici au 28 860. Elle a été prise. Beaucoup d'open interest qui s'est mis en avant sur ce point-là. On avait une borne où on savait pas trop quoi en faire ici, et celle-ci a été prise. Principalement, on va dire que désormais, on est passé sur un funding majoritairement positif. On voit également qu'on liquide du short, donc effectivement, ça amène le funding dans le vert, hein, c'est plutôt normal. Est-ce qu'on a ajouté plus de long que de short? Ça, on le verra avec les points de liquidité. Mais à ce stade, vous voyez que pour moi, il n'y a pas d'anomalie. Le funding suit à peu près le prix, donc on est sur quelque chose d'intéressant. Ce qui est par contre relativement
embêtant, c'est qu'on passe au-dessus de la borne des 6,30 d'open interest. Vous le voyez ici qu'il y a plus d'open interest qui s'est mis en fait sur cette augmentation du prix. On a également augmenté le nombre de contrats en circulation et à ce stade, pour moi, on est sur des bornes sur lesquelles on pourrait corriger très fort. Il suffirait d'une toute petite narration autour de le CPI est mauvais, hein, c'est possible que j'ai une mauvaise lecture de ce que peut nous donner le CPI tout simplement demain. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, une régulation, des choses qui disent Bitcoin c'est pas bien, etc. N'investissez pas dessus, voilà, un procès contre Binance ou que sais-je. Et en l'occurrence, on voit quand même ici qu'on arrive sur une borne où d'habitude, on a tendance à corriger et là, on passe au-dessus. Pour le coup, on s'en affranchit même, puisqu'on s'en affranchit de 700 millions. Donc, autour de 10%, on a dépassé cette borne autour de 10%. Donc, attention dans la zone, ça risque éventuellement de corriger très fort et en montant ici et en short squeezant on a quand même pris du long en plus tout simplement parce qu'on a pris de l'open interest en plus. Donc j'aurais tendance moi ici à laisser cette zone là et à la mettre en droite, c'est-à-dire que ce point là pour moi est un point potentiel sur lequel on est quand même pas mal longué puisque vous le voyez en fait ça s'est fait juste avant. Mais toute l'augmentation ici de l'open interest a eu lieu avant, et puis probablement qu'on a du short dans la zone, mais il est sporadique pour moi, donc on va ici mettre un point éventuellement de shorter, mais il va être entrétillé, puisque je ne pense pas qu'on ait énormément de shorters sur la zone, et je pense que ça peut être une position intéressante que de shorter. Mais à ce stade, étant donné que je suis bull sur le CPI de demain, bien évidemment, je ne vais pas ouvrir ce short parce que je pense que le CPI de demain peut être vraiment, globalement, relativement excellent. Donc, sauf à dire, on a un sell de news, et effectivement, toutes ces personnes-là se sont mises en position parce qu'elles avaient des informations ou qu'elles avaient les mêmes informations, la même lecture que moi par exemple, et que demain on aura un vrai CPI bull, mais que du coup ça va nous donner un sell de news, ce dont aux annonces de CPI je crois assez peu, c'est-à-dire que c'est une annonce qu'on va qualifier de plutôt incertaine, donc du coup relativement difficile ici d'avoir un sell de news. Normalement vous avez une rumeur et puis ensuite vous avez un sell de news, mais en l'occurrence pour moi voilà, c'est pas forcément ici le truc à jouer principalement. Donc moi je vais rester en position, je vais éventuellement et vous allez le voir après, là vous voyez tous les niveaux qui ont été pris en short sur Ethereum qui n'est pas revenu jouer avec la borne précédente au 1945. Ethereum qui lui a tendance à déleverager quand il est à 3,80 d'open interest et qui là ne l'a pas fait. Pour moi cette borne là n'est pas prise, même si on est très proche, hein. Et pour moi on a encore une fois un funding qui suit parfaitement l'open interest, donc il n'y a pas vraiment ici de moment où on peut se dire que oui Ethereum il y a eu une anomalie si vous voulez, qu'il y a eu plus de shorters que de longueurs. Donc moi c'est surtout ça que je regarde de manière à éventuellement prendre position sur du court terme, mais en l'occurrence pour moi il n'y a pas d'anomalie là sur l'open interest. Je pense que si jamais on regarde les poches de liquidité, on va se retrouver avec un funding dans l'extrême positif, un cumul de delta des longueurs, et ça c'est l'action de prix qui nous le dit, tout simplement ça c'est relativement normal qu'on soit dans ces zones là. Vous voyez qu'on était à l'équilibrium pendant très longtemps et là on est sur quelque chose où on leverage énormément de longues, donc on a beaucoup plus de positions en longue et l'action de prix c'est elle qui nous dit ça, beaucoup plus de positions en longue à venir chercher que de positions en short. Donc encore une fois difficile moment parce que pour moi la news potentielle de demain me dit qu'on va peut-être être haussier, mais en même temps j'ai une liquidité qui me dit qu'on va aller en bas et on va revenir pour moi revisiter les 28 500 à ce stade. Pour l'instant on ne le fait pas, pour l'instant on fait des poussées et puis finalement on arrive à rester au-delà des points. Vous le voyez d'ailleurs que c'est très propre sur le x100.
Oui, c'est très propre sur le x100, puisque à chaque fois, eh bien, dès qu'on a une position en x100 qui s'ouvre, vous voyez qu'on arrive pas trop mal à liquider les grosses positions, sauf à dire que celle-là n'a pas été liquidée, c'est-à-dire celle au 29,3 et celle-ci au 28,7. Deux grosses positions, ici vous le voyez, 273, 310 millions. Donc voilà, la liquidité me dit en bas, et en même temps, la price action me dit plutôt en haut. Sur Ethereum, c'est un peu plus propre, c'est-à-dire qu'on est à 2,60. Vous comprenez que sur Bitcoin, on est à 20 milliards et sur Ethereum, on est à 2,60. Donc, c'est un peu plus propre en termes de liquidité en bas, entre guillemets. C'est peut-être un peu moins l'asset qui serait en ce moment à shorter par rapport à Bitcoin, en tout cas. Toujours pareil, sur les x100, c'est relativement propre également. Vous voyez qu'on vient prendre les grosses boules ici. À chaque fois qu'il y a une grosse boule, on vient la prendre et on n'a pas réellement de zone de valeur, si ce n'est à dire sur Ethereum que les 1819 sont éventuellement une zone à aller chercher. Et je vous ai pas forcément donné la zone de valeur énorme sur Bitcoin, mais pour moi, elle est autour des 28,5, hein. 28,7, il y a une zone de valeur là pour moi qui serait éventuellement prenable. Donc, encore une fois, je suis assez mitigé sur l'histoire, tout simplement parce que, eh bien, sur le 12 heures, je pense qu'on a liquidé pas mal de shorts. Encore que, oui, un petit peu ici dans la zone qui était là, mais pas tellement. On a eu plus de longs que de shorts d'ouverts, hein. Ça, c'est relativement cohérent par rapport aux 20 milliards de cumul de delta qu'on avait par rapport aux shorts. Vous voyez que sur la 7 jours, on vient travailler une zone de valeur au-delà au-delà des zones précédentes, hein. On avait déjà mis en avant les 30 000 comme étant un endroit où il y avait éventuellement de la valeur. Si on regarde là un mois, eh bien, c'est pareil, on est à l'aube, enfin, on est 31 300 éventuellement à venir prendre en haut, et encore une fois, toujours les 22 500 qui est toujours un niveau vraiment cohérent à venir chercher éventuellement en bas. Si on regarde Ether, alors Ether a moins poussé que BTC, donc du coup on a liquidé, vous le voyez ici, pas mal de longues sur ce mouvement-là, et on n'est pas allé chercher au-delà du prix précédent, donc on n'a pas vraiment liquidé du short. Sur la 7 jours, pardon, c'est relativement propre également, et sur Ether, on comprend bien qu'on a pris la zone jaune ici, donc on n'avait pas réellement d'intérêt à monter au-delà des 1940, même si pour nous, la zone finale, elle est autour des 2000 sur Ether, et on va peut-être mieux le voir sur la 1 mois. La zone finale autour des 2000 sur Ether, 1990-2000, parce que tout simplement on a de la liquidité qui est effectivement égarée là depuis un moment. Vous comprenez que à ce stade, il est possible qu'Ether pousse à 2000, 2002, 2000, 2050, on va dire, demain, mais difficulté parce que tout simplement beaucoup de monde sur ce mouvement. Est-ce que c'est vraiment un problème d'avoir beaucoup de monde sur ce mouvement? Pour moi, au niveau d'Open Interest actuel, oui. Et ça fait plusieurs semaines que je le dis, où je dis attention, on a quand même des niveaux d'Open Interest qui sont extrêmement importants, et j'en ai déjà parlé depuis un certain temps, que on a effectivement cette zone. Si on regarde vraiment l'open interest et les moments où on a tendance à déleverager en bas, parce que là pour moi la valeur elle est en bas, donc du coup vous comprenez ici, pour moi on a plus de valeur là en dessous, et là vous comprenez qu'on regarde l'open interest en daily, on a plus de valeur en dessous que de valeur au dessus. Par contre, venir prendre un petit peu de liquidité sur, vous le voyez, en fait on a une grosse zone ici de 3 qui se trouve à 32 000 à peu près, sur laquelle on avait de la vieille liquidité qui attendait. Est-ce que on va laisser gagner les mecs qui sont en dessous de manière à venir prendre la liquidité qu'on avait accumulée? Et vous comprenez que là on était déjà monté au 6000, je vais vous mettre que ça, voilà. Là on était déjà monté au 6 milliards 700. Même on était monté très légèrement au-dessus. Ici, on était monté jusqu'au 7,92. Donc, bien évidemment, ici, ma borne de mon range, c'est celle où, d'abord, là, ici, on a commencé à corriger. Et puis, finalement, on passe au-dessus. Mais vous comprenez qu'on peut effectivement leverager jusqu'à
7 milliards 92, c'est-à-dire quasiment 8 milliards. Vous comprenez également que on voit très bien ici la trend de demande au spot qui est baissière, et par contre qu'on est peut-être en train ici de passer quelque chose. Vous l'avez vu ici sur ce petit chichou là, le petit bicou qui est en train de passer la ligne bleue, et ça c'est relativement intéressant de le regarder également. On va pas s'enflammer là-dessus. Pour moi, il faut garder une certaine cohérence. Est-ce que on a des spreads positifs? Non. Là, on a eu un épisode quasi au 1er avril où on avait eu des spreads positifs, mais pour moi, on est plutôt sur une tendance où les spreads tendent vers le négatif. Là, on est en train de repartir en haut, hein, vous le voyez, on est à 13,12, donc 13 $ entre le spot... Non, pardon, excusez-moi. On est à 9,60 $ entre le spot et... Donc les spreads ont tendance à remonter. On est peut-être même en train de reprendre ici le point précédent qui était à 9,03. Ouais, on est... Bon, là, c'est en train de se battre hein, sur la journée, donc on peut pas vraiment dire. Mais... Pour moi, je serais extrêmement bull si on avait des spreads positifs, c'est-à-dire une très forte demande au spot, une demande d'achat au spot extrêmement forte, et qui soit pas forcément uniquement basée, bien entendu, sur des points qui peuvent nous dire que l'intérêt sur les futurs, donc sur les marchés en levier, est moindre que celui du spot, et là, c'est pas le cas en ce moment. Donc on a une tendance CVD au spot qui, oui, certes, est en train de casser potentiellement, mais pas de spread positif. J'aurais vraiment aimé, moi, ici, qu'on soit en spread positif pour dire, ok, c'est parti, c'est bon. Et par contre, j'ai pas de shorter. C'est-à-dire que je préférerais avoir ici un funding qui est un peu plus négatif que ce qu'il est là. Donc du coup, je pense qu'il est possible que la price action nous donne tout simplement quelque chose de baissier. Mais si je vais voir la price action dans sa plus pure manière, c'est-à-dire que théoriquement, quand vous faites que de la price action, vous n'êtes pas censé regarder tout simplement ce que vous dit le momentum, ce que vous dit les liquidités, etc. Mon système de trading, moi, il est un peu plus évolué, mais entre guillemets, si je vais voir la price action, pour moi, on est quand même sur quelque chose qui semble repasser haussier en daily. Je vous le montre ici. On avait ce creux majeur ici qui s'est formé tout simplement au 19 008. On a eu ici un plus haut, un plus bas, encore un plus haut, encore un plus bas. Et on a effectivement une tendance daily qui est en train de se tenir à ce stade. J'ai pas vraiment de trend ici sur laquelle me raccrocher. C'est-à-dire que si je vous dessine des trends, on devra plutôt aller chercher vers le weekly ou ce genre de choses pour essayer d'aller trouver une trend. Si je devais vous dessiner une résistance majeure, pour moi, elle est autour des 29,2. Donc on est au-dessus à ce stade. Est-ce que ça veut dire que on va pouvoir réellement clôturer au-delà de ce niveau et réellement s'installer, encore une fois, là on est sur des grosses time frames, s'installer au-delà des 28,5, c'est à déterminer plus tard et c'est à voir. Mais pour moi, il y a de fortes chances. En tout cas, les bons niveaux d'entrée, on va dire, voilà, pour avoir un niveau d'entrée, on va dire, relativement cohérent et institutionnel pour longuer ce mouvement, c'est un retest tout simplement des 28 622. Ce niveau-là, par le passé, nous a donné des creux majeurs, et vous voyez ici que on a pas réellement réussi à clôturer daily réellement au-dessus de ce niveau, donc on aurait ici peut-être des bonnes chances de venir le retester pour être vraiment bien sûr que ce niveau-là est la nouvelle borne basse désormais du mouvement. Le mouvement, si jamais il devait se retester réellement, devrait tester un creux précédent. Alors là, en 4 heures, on voit bien que c'est celui-ci. 28 553 et on voit bien, donc ça c'est pour ceux qui veulent réellement longuer ce mouvement hein. Encore une fois, ici vous comprenez que on est sur des potentialités. Également, celui qui veut éventuellement longuer ce mouvement pourra se dire on aura une correction qui va éventuellement nous emmener, si elle se fait par exemple demain ou dans les 4 heures qui suivent, autour des 28 000, c'est-à-dire sur cette trend. Et également, donc là j'ai mis une daily, mais bon voilà, vous comprenez qu'on est en 4 heures là, hein, donc voilà. Mais sur la daily, pour moi, ce qu'il est important de regarder, c'est que effectivement cette trend là actuelle, elle est potentiellement en train de
prendre son sens en ce moment, et que donc du coup si jamais on venait la retester, on reviendrait au 28,5. Pour moi 28,5 serait un bon point d'entrée ici pour longuer ce mouvement. Le problème étant que on a des niveaux, donc c'est l'attaque en fait de ce creux-là, d'accord? Vous comprenez ici que on n'a pas réattaqué ce creux-là. Quand on est venu ici repousser en haut, on n'a jamais réattaqué réellement ce creux-là. Il est possible qu'on ne l'attaque pas. Maintenant, je préfère ne pas être dans ce mouvement que d'y être sur un point qui est trop haut, d'accord? Si jamais je voulais longuer encore une fois le mouvement. Donc moi personnellement, sur la journée de demain, j'aurais tendance à vraiment bien regarder les 28,5. Comprenez bien ici que ça veut dire que vous acceptez, et là elle est relativement énorme, une volatilité qui peut vous emmener en bas du creux. Vous emmenez en bas du creux, ça vous emmènerait au 27,8. Donc ça veut dire que entre malheureusement ce point-là et ce point-là, le haut du creux niveau opportuniste et le bas du creux niveau avare, celui où on préserve la structure daily qui est haussière, et bien à ce moment-là, vous êtes malheureusement sur une très grosse amplitude de prix, puisqu'on parle de à peu près 700 $. Donc malheureusement, il va falloir jouer des petits leviers là-dessus, et la zone étant relativement ample et large, il va falloir ici être relativement malin, puisque soit vous provoquer plusieurs entrées, c'est-à-dire que ici vous en perdez une, admettons à 1% de risk management, c'est-à-dire je suis en levier 20, je mets mon stop loss à 0,05, comprenez que vous avez des bonnes chances d'être pris ici sur cette histoire-là. Peut-être que ici ça vaut le coup de jouer peut-être quelque chose d'un peu plus large et de potentiellement finalement jouer la chose quasiment sans levier, pourquoi pas. En tout cas, ça c'était pour les grosses time frames. Celui qui veut jouer des time frames plus petites, malheureusement également, on a eu une belle amplitude ici, donc celui qui va rentrer sur le creux des 28,5 ici, il aura tendance à vouloir TP sur la structure, c'est-à-dire garder une 4 heures qui elle aussi reste haussière, d'accord, donc là reprendre à nouveau ce plus haut précédent. Ça me paraît aussi un petit peu présomptueux, en tout cas étant donné le gap qu'on a ici. Si on venait le combler et qu'on venait reprendre ce point là, par contre très beau trade, puisqu'on parle de un trade à 2000 $, admettons que vous soyez en levier x20 sur cette histoire là, ou x10, ça veut dire que vous allez sur le capital engagé sur ce trade faire un x2 ou x3. Donc ça peut être intéressant de tenter des entrées réellement autour des 28,5 à mon sens. Après, on a aussi ce creux-là qui est intéressant. Je pense que de toute façon, ce niveau-là en entrée est vraiment un niveau intéressant puisqu'il représente la borne basse, la borne haute du range précédent. Encore une fois, si vous regardez sur Ethereum, pour faire l'analogie, eh bien Ethereum avait cassé ce niveau-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait pour dire, bon, c'est intéressant de regarder l'asset un peu plus risqué pour voir ce qu'il nous a donné. Il est revenu reteste la trend 4 heures en attaquant le creux précédent qui est là. Et du coup, il l'a attaqué un petit peu plus bas, mais par contre, il n'a pas enfoncé ce niveau. Et vous voyez qu'il n'a pas clôturé une 4 heures au-delà de ce niveau et que donc du coup c'était un point d'entrée ici extrêmement intéressant. Alors comprenez bien également sur Ethereum que on parle d'une amplitude assez forte, donc du coup il va falloir desserrer les leviers sur ce type de trade pour être relativement cohérent. Vous pouvez aussi avoir de leviers extrêmement forts, mais comment expliquer, plusieurs entrées, c'est possible aussi, mais à ce moment-là il va falloir être relativement cohérent également, tout simplement sur le capital engagé. Voilà, c'est toujours une histoire entre quel est le risque accepté, c'est-à-dire à quel point j'engage mon risque pour avoir mon reward. Je pense avoir fait le tour ici. Désolé, vidéo un petit peu décousue parce que c'est le soir, parce que
c'est voilà, parfois un peu comment dire, difficile d'avoir vraiment les bons mots, les bonnes choses, etc. Mais je pense ici que je vous ai donné toutes les clés éventuellement pour affronter la journée de demain. Si jamais vous êtes baissier à ce stade, sincèrement, c'est un très très beau niveau de short. C'est-à-dire que celui qui dit on est sur un fake out, eh bien, pour moi, il y a vraiment une cohérence à venir shorter étant donné la liquidité qu'il y a au-dessus. Cela dit, j'ai une vision, moi, du CPI de demain qui potentiellement pourrait être baissière, c'est-à-dire un bon CPI pour le marché, entre guillemets. Donc je suis obligé de m'en tenir à mon analyse. Vous comprenez ici que je peux pas aller me dire d'un côté j'ai ça, d'un côté j'ai l'autre, etc. Ça fait désormais plusieurs semaines que je suis baissier, mais où je dis, par contre, le 12 avril, il y aura peut-être quelque chose d'intéressant, parce que, tout simplement, pour moi, le CPI du 12 avril va être plutôt bon. Si demain, on a un mauvais CPI, par contre, ça risque un petit peu d'être Armageddon, et pour le coup, là où normalement je ne shorte pas une news, c'est relativement rare que je le fasse, c'est-à-dire shorter la news au moment où elle sort. Pour le coup, si jamais le CPI est mauvais, étant donné la price action qu'on a eu et qui était plutôt haussière, j'aurais peut-être tendance à attendre le premier mouvement, c'est-à-dire la première heure, les premiers 3/4 d'heure après la news, c'est-à-dire parfois on a un mouvement qui est à contre-courant, c'est-à-dire qui est haussier, à contrario d'être baissier tout de suite, ou en tout cas qui est parfois également baissier sur la news et ensuite haussier pour liquider tout simplement les shorters qui étaient rentrés. Donc on a des choses qui se font dans plusieurs temps. Donc là ici c'est le timing qui va être primordial. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois une vidéo un petit peu longue, mais bon, c'est un petit peu la marque de fabrique de la chaîne. Je trouve, et je pense que plusieurs personnes s'y retrouvent en tout cas, ne serait-ce que ce qu'il y a, si jamais il y a 5 personnes qui s'y retrouvent, ça me plaît. Pourquoi ça me plaît? Parce que moi, ce qui me plaît, c'est de faire tout simplement la chaîne que j'aurais aimé entendre si j'avais débuté et si j'avais voulu progresser. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'on peut progresser dans un domaine sans y passer à minima entre 40 et 45 minutes par jour. C'est pas nécessairement toujours nécessaire, c'est-à-dire ce que je dis est pas toujours fabuleux, mais en tout cas ça a le mérite d'exister, et je pense que sur le paysage francophone c'est peut-être relativement spécial, et je pense même qu'en anglophone il y a assez peu de gens qui font ce type de contenu où on rentre vraiment au fond du sujet. Donc là vous avez vu qu'on a fait de la price action, vous avez vu qu'on a fait effectivement cette idée que Bitcoin est en train de prendre le dessus en tant que réserve de valeur, hein, ça c'est relativement important, et cette idée que Bitcoin se corrèle à Gold, que les altcoins finalement suivent derrière Bitcoin, mais avec un pourcentage moindre d'augmentation, tout simplement parce que elles ont une fonctionnalité qui est différente, qui n'est pas réellement une réserve de valeur, mais qui est plutôt dans l'idée d'un asset technologique. Donc on a Bitcoin qui est leader, qui effectivement en ce moment a le vent en poupe, tout simplement parce que les temps sont durs au niveau des banques. Et en même temps une décorrélation avec le S&P qui est relativement intéressante. En tout cas, c'est super pour nos portefeuilles d'investissement. Encore une fois, ma perso, j'ai fait sur mon portefeuille d'investissement plus 4 aujourd'hui, donc je suis très content. Et voilà, il faut ici par contre faire très attention à la liquidité qui pour moi est baissière, et ça depuis plusieurs semaines. Donc malheureusement, sans vouloir sonner le glas avant qu'il n'arrive, hein, on peut diverger pendant longtemps ici, et la liquidité peut être en bas alors qu'on peut monter, hein, mais je préférerais avoir moi des spreads positifs et plusieurs d'autres signes qui me disent que effectivement ce mouvement peut tenir un petit peu plus longtemps. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, à venir nous rejoindre éventuellement sur le Discord, et à mettre un like et un commentaire d'encouragement. Surtout, mettez un like, je pense que c'est vraiment important.
J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin et qui nous permet de converser de choses et d'autres. En l'occurrence, la question à la con du jour, elle sera encore une fois sur Bitcoin. Tiens, on va poser un peu des questions en ce moment sur les cryptos. Alors que je viens de vous annoncer que ça n'était pas le cas, mais c'est pas grave. Et bien du coup, la question du jour, elle sera sur est-ce que vous possédez un cold wallet? Comment vous stockez vos crypto-monnaies en fait? Est-ce qu'elles sont plutôt, parce que ça m'intéresse, plutôt sur des cold wallets ou plutôt sur des hot wallets ou plutôt sur les exchanges? La question ici étant principalement, encore une fois, sur votre hygiène numérique. Ça m'intéresse ici de savoir dans la communauté francophone comment les gens se prémunissent d'éventuels problèmes, encore une fois, sur la blockchain et tout ce que ça comporte. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.